Salut à tous, aujourd'hui on va parler du fusil Lebel modèle 1886. Et oui, c'est ce qui arrive quand on attache mal sa baïonnette. Alors, le fusil Lebel, c'est quoi? Eh bien, c'est le fusil iconique des combattants français de 14-18. Quand on imagine le poilu, le combattant français dans la Première Guerre mondiale, on le voit forcément équipé de son fusil Lebel. Donc, le fusil Lebel, quand il est sorti en 1886, ça a été vraiment une révolution. Il y a eu un changement énorme au niveau de l'armement. En fait, c'est pas d'un point de vue mécanique, il n'y a pas une révolution d'un point de vue mécanique. En fait, c'est surtout par rapport à ça. Sa munition, qui était nouvelle, et en fait, c'est même pas par rapport à la munition, puisque les étuis, l'ogive, les amorces, ça existait déjà. C'est surtout par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la poudre sans fumée. Alors ça, la poudre sans fumée, c'est ça qui est la révolution dans l'armement. Toutes les armes aujourd'hui actuelles utilisent toujours la même poudre, qui a été inventée donc en 1884 par Paul Vieille. Pour comprendre pourquoi c'est une révolution, il faut voir ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'avant, toutes les armes étaient équipées de poudre noire. Toutes les armes tiraient de la poudre noire. Alors la poudre noire, c'est intéressant, mais ça a des limites. Déjà, pourquoi on dit poudre sans fumée? Parce que la poudre noire faisait énormément de fumée. Quand quelqu'un tirait, ça se voyait tout de suite, il y avait un nuage blanc là, qui se formait. Donc disons que pour se dissimuler, c'était pas terrible. Ensuite, même sur des très grands champs de bataille, ça pouvait produire un nuage de fumée énorme, en plus avec de l'artillerie, il faut imaginer. Ce qui faisait que les combattants pouvaient ne plus voir quoi, au bout d'un moment. Ensuite, la poudre noire encrassait énormément les armes. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les soldats de Napoléon Ier pissaient dans leurs fusils, dans leurs canons pour les nettoyer, parce qu'au bout de peut-être 10 tirs ou 20 tirs, c'était peut-être plus possible de les utiliser. D'utiliser son arme. Donc voilà, un nettoyage important à faire, ce qui n'est plus le cas avec la poudre sans fumée. Enfin, il y a toujours un nettoyage à faire, mais néanmoins on peut quand même tirer 50 cartouches ou même 100 sans aucun problème. Ensuite, d'un point de vue balistique, eh bien, la poudre sans fumée permet d'envoyer un projectile plus léger sur une plus grande portée. Avant, là, si on est sur du 8 mm, si on compare avec l'arme adoptée par la France avant le fusil Lebel, c'est le fusil Gras. Le fusil Gras tirait une cartouche de 11 mm. Voilà, 8 mm, 11 mm. Sauf que le projectile était plus lourd, plus gros, donc il allait moins loin. Il y avait besoin d'une plus grosse puissance pour le déplacer, et la vitesse de déplacement du projectile était aussi moins importante. Donc une vélocité du projectile moins intéressante. Là, avec celle-ci, on bat des records, quoi. Tout à coup, c'est vraiment l'armée française s'équipe d'un fusil qui permet quasiment de tirer 2 fois plus loin que ses adversaires. C'est énorme pour l'époque. Alors comme je le disais, c'est Paul Vieille en 1884 qui invente la poudre sans fumée. Et en 1886, en janvier 1886, le général Boulanger accède à la fonction de ministre de la guerre. C'était pas la défense à l'époque, c'était la guerre. Voyant cette nouvelle technologie, il ordonne d'avoir un nouveau fusil pour l'armée française avec cette nouvelle technologie. Ok, très bien, sauf que il arrive en fonction en janvier 1886 et il demande cette nouvelle arme en mai 1886. Donc les ingénieurs français ont 5 mois pour sortir une nouvelle arme avec une nouvelle technologie. Alors, 2 conclusions rapides, c'est que évidemment, en si peu de temps, l'arme qui en sortira, qui est le Lebel, n'est pas parfaite. Elle a des défauts, évidemment, qui seront améliorés dans le temps. Et l'autre point, c'est que, évidemment, les ingénieurs ont fait avec, je dirais, les moyens du bord.
En fait, les ingénieurs français ne sont pas partis de zéro pour concevoir cette arme-là. Si vous voulez, il y avait déjà une commission qui existait en 1883 et qui cherchait déjà à améliorer le fusil réglementaire français de l'époque, qui était donc le fusil Gras, sachant que le fusil Gras était déjà lui-même une évolution du fusil Chassepot. Donc le fusil Chassepot c'était 1866, 1874 on change, enfin on l'améliore pour le fusil Gras, et donc 1883, là les militaires français réfléchissent déjà à la nouvelle arme. Et pour remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, on est aussi en pleine effervescence au niveau de l'armement. C'est vrai que c'est une période assez riche là-dessus, d'autant plus qu'il y a des conflits qui permettent d'étudier les armes à cette époque-là. Par exemple, les observateurs européens ont bien étudié la guerre de sécession américaine en 1861 à 1865, où les armes à répétition ont proliféré, comme avec le Spencer 1860 par exemple, ou le fusil Henry. Cela, ça n'a pas convaincu les observateurs européens par rapport au faible calibre de ces armes-là. Donc les puissances européennes restaient sur un gros calibre. Mais malgré tout, en 1878, il y a un conflit entre la Russie, l'Empire russe et l'Empire ottoman. L'Empire russe bat la Turquie, mais subit d'énormes pertes parce que la Turquie est équipée de fusils Winchester, donc des fusils à répétition, alors que la Russie était équipée de fusils monocoup. Donc là, tout de suite, les puissances européennes se disent que malgré tout, dans un conflit, les armes à répétition, même avec un petit calibre, sont plus intéressantes. Donc, la même année d'ailleurs, en 1878, la marine française adopte le fusil Kropatschek 1878. On est déjà sur un fusil à répétition. Ça reste de la poudre noire, mais la marine française, à l'époque, est déjà, elle, équipée d'un fusil à répétition, un magasin tubulaire. Donc je crois que c'était 9 coups. 8 munitions dans le tube, donc il y a un tube sous le canon, comme le Lebel, pareil, plus une dans la chambre. Donc elle passe d'un fusil monocoup à un fusil qui tout à coup offre la possibilité de tirer 9 coups d'affilée. Donc c'est énorme. Et donc, pour en revenir à cette commission en 1883, eh bien, en 1883, la commission repart un petit peu sur ce Kropatschek. Donc Kropatschek, c'est Ster, c'est de fabrication autrichienne. Donc, déjà, en 1878, la France achète des armes à l'étranger. Et donc cette commission va prendre le Kropatschek. Alors il y a le modèle 1884 qui est une version du Kropatschek fabriqué en France. Et elle part sur le modèle 1885. Donc voici un modèle 1885. On voit déjà quand même les lignes du fusil Lebel. Donc clairement, quand le général Boulanger arrive en 1886 et dit « je veux un nouveau fusil », les ingénieurs étant déjà en train de plancher sur un nouveau fusil, ils vont repartir sur ces bases-là pour concevoir le fusil Lebel. On retrouve donc la crosse séparée du garde-main, on retrouve le magasin tubulaire, c'est exactement la même chose. La culasse, il n'y a pas de profond changement avec les modèles précédents. Donc ils ont sorti cette arme-là en 86. Alors, officiellement, ça a été adopté par l'armée en 87. Il y a quand même eu un petit temps de test, etc. Mais néanmoins, ça a été beaucoup trop rapide. Alors, pourquoi ça a été beaucoup trop rapide? Le problème, si vous voulez, dans le Lebel, c'est le magasin tubulaire. Ok, sur le papier, c'est très bien. Le Lebel permet d'avoir 8 coups dans le magasin, plus une dans l'objet qui se trouve là, et plus une dans la chambre. 10 coups, c'est super, c'est très bien. Sauf qu'une fois que vous avez tiré vos 10 coups, pour recharger, ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, le Lebel sorti en 86, ça a été une révolution. L'armée française avait le meilleur fusil au monde, vraiment. Sauf que 2 ans plus tard, il était déjà dépassé par notamment si on prend l'ennemi de l'époque qui est l'Allemagne.
le G88, le Gewehr 88. On en parlera plus tard. Donc pour bien comprendre, je vais vous montrer comment le fusil Lebel fonctionne. Avec un mécanisme, je dirais, peu commun et peut-être un petit peu compliqué. Donc vous voyez ici, il y a le magasin, l'objet ici au fond, et vous avez un bouton ici. Là. Donc en fait, quand vous poussez ce bouton-là vers l'avant, ça fait monter l'objet ici. L'objet qui permet donc de faire communiquer les munitions qui sont dans le tube en dessous là, il y a un ressort en fait hein, dans le tube ici là, et de les faire remonter pour les mettre dans la chambre et puis actionner le tir. Donc si vous avancez, donc on va imaginer que c'est chargé, vous avancez ce bouton vers l'avant, cela bloque l'objet, vous pouvez plus le descendre. Donc ça permet en fait de simplement mettre, charger de munitions et donc de tirer. Je ne vais pas l'éjecter sinon on va partir. Et de faire on va dire du coup par coup assez lent quoi. Disons que ça permet peut-être, je sais pas, de tirer loin sur ordre de l'officier, puisque c'était la doctrine à l'époque de faire des salves de tir sur ordre de l'officier, etc. Après, s'il y avait un besoin plus urgent, par exemple en défense ou en attaque, hein, même besoin de faire un tir nourri et rapide, on bascule comme ceci. À l'arrière, on peut descendre l'objet et là maintenant on va accéder au magasin et donc on va mettre les munitions. Donc le temps de chargement, vous voyez, 1, 2 et encore là je ne suis pas pressé, je suis pas sur un champ de bataille, j'ai le temps de les charger tranquillement. Donc voilà, là j'en ai mis que 6, on peut en mettre 8. On peut en mettre donc une de plus dans l'objet, si j'y arrive, voilà, dans le fond, et plus une dans la chambre, j'ai mis en haut. Et là, l'arme est prête à faire feu. Donc là, j'ai que 8 coups, mais en théorie, on peut en avoir 10. Donc, une fois avoir fait feu, on va donc enlever la munition, donc elle arrive, on voit bien ici l'extracteur, hop. On a donc la munition que j'avais placée dans l'objet qu'il faut faire donc remonter au niveau du canon, parce que là elle est en face du fût. Donc pour la faire remonter, il faut donner un coup sec de la culasse, voilà, un petit peu plus quoi si vous voulez. Là elle remonte, elle est prête à être chargée. Il y a eu un bruit en plus, c'est l'objet qui est de lui-même redescendu déjà et qui a déjà fait revenir une autre munition dedans, prête à être remontée au prochain tir. Donc là, pareil, je fais feu, la munition s'éjecte, l'autre est de nouveau, vous voyez, dans l'objet en bas, un petit coup vers le bas, ça remonte, ça la rechambre, hein, tout simplement. Voilà, l'objet redescend, donc, etc. Alors évidemment, si je le fais pas et que je fais pas ce petit coup sec là et que je remonte directement, bah ça chambre rien du tout quoi. Donc on peut imaginer que dans le stress d'un champ de bataille, etc., ça a dû arriver à mon avis à plus d'un d'oublier de faire ça pour refaire monter la munition et avoir son coup. Voilà. Ça va être la dernière. Et voilà. Donc voilà pourquoi le Lebel au final fut une révolution. En fait, sur le papier, il était très bien. C'était vraiment un fusil parfait. Sauf qu'une fois sur le champ de bataille, bah, il s'est avéré assez compliqué à utiliser.
pour terminer sur un autre défaut du Lebel de son magasin tubulaire, c'est que ça apporte en fait du poids tout simplement à l'avant. Ça donne la tendance, si vous voulez, à baisser un petit peu le canon, ce qui n'est pas vraiment bon pour la précision, et plus ça va, plus les munitions donc partent, plus le poids se libère et plus ça fait tendance aussi à lever le canon au fur et à mesure des coups. Donc au niveau de la précision, on va dire que c'est pas extraordinaire. D'ailleurs, pour parler un petit peu précision, la hausse commence à 400 mètres dans cette position-là. Ils ont quand même inventé une hausse de combat qui permet d'être à 200 mètres. Pourquoi ça commence à 400 mètres et à 200 mètres alors qu'on sait très bien qu'il y avait des tranchées qui étaient à même pas 50 mètres? Parce qu'en fait, quand ils ont inventé la poudre sans fumée et qu'ils ont vu la portée exceptionnelle de ces armes-là, ils se sont dit que les futures guerres, les prochains conflits seront de grandes distances. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils allaient se battre à coups de couteau de grenade à 20 mètres à peine dans des tranchées. Ce qui veut dire que au tir, déjà on va se mettre comme ça dans un stand, et puis on va avoir tendance à viser plus bas que la cible, tout simplement. Par contre ça c'est bien sur le Lebel d'avoir 200 mètres quand même de disponible, puisque sur le Gewehr 98 ça commence à 400 mètres. Alors là c'est nettement plus compliqué quoi. Je crois qu'en fait quand ils voyaient une cible à 100 mètres, ils avaient besoin de viser les genoux, et quand ils voyaient une cible à 200 mètres, ils visaient la ceinture pour arriver à peu près dans le torse. Bon, pareil, on peut imaginer que sous le stress du combat, c'était un petit peu compliqué à faire à l'époque. Alors pour conclure sur ce fusil, malgré ses défauts, et on va dire des défauts de jeunesse, il reste qu'il a marqué l'histoire quand même. On va dire qu'il a quand même fait le boulot en 14-18. On peut avoir que du respect pour les personnes qui se sont battues avec ça entre les mains, vu la longueur, le poids et les défauts de conception. D'ailleurs, ce fusil aura une très longue carrière dans l'armée française. En fait, il sera remplacé petit à petit à partir de 1916 par le Berthier, le fusil Berthier 0715. Mais il sera gardé dans l'entre-deux-guerres pour les tirs au lance-grenades, parce qu'il était beaucoup plus robuste. Ça par contre c'est aussi un avantage de ce fusil, c'est qu'il est très robuste. Et il subira une évolution, enfin une tentative d'évolution en 1934 je crois, pour un chambrage différent avec la nouvelle munition 7.5 masse. Les dernières évolutions, c'est la curieuse carabine R35. Donc c'est une sorte de Lebel très raccourci. Ça doit être sympa à tirer. Donc c'est vraiment le là dans cette carabine R35, le dernier sursaut du fusil Lebel qui aura bien servi dans l'armée française. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'ai pas pu aborder tous les sujets sur le Lebel, il y en a énormément, notamment sur les accessoires, les baïonnettes, le lance-grenade, les accessoires de nettoyage, etc. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, et puis abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. Allez, ciao!